Hello les maîtres du jeu, je vais vous parler d'un sujet que je n'ai étonnamment encore jamais traité sur cette chaîne, c'est le burn-out parental. Je vais vous faire une introduction au burn-out parental, on va parler de le reconnaître et de l'accompagner. Burn-out parental, qu'est-ce que c'est? Mission en reconnaissance, on a déjà un problème ici. Parce qu'en fait le burn-out, selon l'OMS, c'est décrit comme un syndrome résultant d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès. Et l'OMS en rajoute une couche en précisant que le burn-out fait spécifiquement référence à des phénomènes relatifs au contexte professionnel et ne doit pas être utilisé pour décrire des expériences dans d'autres domaines de la vie. Ça, c'est une définition qui date de 2019. Il faut savoir que le burn-out parental et d'abord le burn-out maternel, ça fait quand même une vingtaine d'années qu'on en parle. Donc, on n'est globalement pas d'accord sur cette définition, à la fois en tant que parent par rapport au burn-out parental et par rapport aux aidants, le burn-out des aidants qui est aussi décrit depuis très longtemps. Donc je suis pas d'accord avec cette définition du tout, et vraiment ce tableau clinique du burn-out, on le retrouve également chez les mamans, chez les parents, et c'est les mêmes mécanismes. C'est les mêmes mécanismes, et c'est aussi les mêmes signes annonciateurs. On a une même trilogie de signes entre le burn-out professionnel et le burn-out parental, le burn-out maternel, c'est les mêmes signaux, et là il y a un consensus, c'est l'épuisement physique et psychologique, la perte du sentiment d'accomplissement, et la dépersonnalisation ou déshumanisation que j'appelle zombification. Je vais vous décoder un petit peu les signes juste après. Pourquoi? Parce qu'on retrouve le même tableau dans l'épuisement parental, et pour l'occasion, je vous ai fait des nouveaux petits dessins. Donc si on reprend cette trilogie de signes chez les parents, ça fait quoi? L'épuisement physique et psychologique, c'est non seulement on n'a plus d'énergie physiquement, on est fatigué, et psychologiquement, en fait, on n'arrive plus à s'investir. C'est comme si on avait le cerveau dans le cirage. Perte du sentiment d'accomplissement. Au niveau pro, c'est quand on ne s'épanouit plus et qu'on ne s'accomplit plus dans son travail, mais on peut complètement le retrouver dans la parentalité et ne plus s'accomplir dans son rôle de parent, dans son rôle de maman, notamment pendant la période où on arrête de travailler, et ça peut manquer, on peut avoir ce manque-là d'accomplissement suite à ça. Et dépersonnalisation ou déshumanisation, ce que j'appelle zombification, en fait, c'est quand on coupe le lien à l'autre. Quand on décrivait ça chez les médecins dans les premières descriptions du burn-out, c'était des médecins qui annonçaient des diagnostics et des pronostics vitaux engagés avec une certaine froideur, une certaine déconnexion. C'est parce qu'ils sont plus dans la relation. On peut l'avoir aussi avec les enfants, où en fait on va faire des remarques qui sont un petit peu cassantes et qui sont un petit peu déconnectées de la relation, et ça peut blesser l'enfant. Et ça, ce sont des signes de burn-out, ce sont des signes de ce fameux stress chronique. On a cependant certaines spécificités par rapport au burn-out parental, et notamment par rapport à sa mise en place. Ce que j'ai l'habitude de dire, ce que vous avez peut-être vu sur d'autres vidéos, c'est qu'une idée reçue sur le burn-out, c'était que le burn-out, c'était une pile qui se vidait. C'est pas vrai. Une pile qui se vide, effectivement, au niveau professionnel, ça se passe pas comme ça. Une pile qui se vide, c'est une fatigue physiologique, c'est pas un burn-out. Et la fatigue physiologique, quand on se repose, ça passe, contrairement au burn-out. Un burn-out, c'est quoi? Un burn-out, c'est pas une pile qui se vide, c'est une pile qui s'oxyde. Elle se remplit de stress, et notamment de cortisol, jusqu'à décompenser, et cet effondrement, c'est le burn-out. Sauf que, dans le cas particulier du burn-out parental, en fait, on a les deux phénomènes qui coexistent. La fatigue et l'épuisement. Je vous ai refait le schéma pour l'occasion, pour que ce soit plus parlant. Avec le burn-out parental, la pile se vide et s'oxyde en même temps. Pourquoi? Parce qu'on cumule la fatigue du manque de sommeil, notamment avec les très jeunes enfants, avec un déséquilibre entre les attentes et les ressources qui est propre aux situations d'épuisement, et le stress chronique, donc qui participe à cette accumulation de cortisol qui va oxyder l'organisme jusqu'à la décompensation du burn-out. Donc c'est encore next level, on a vraiment les deux scénarios qui coexistent. Le burn-out parental, on a un même terrain systémique et sociétal que le burn-out professionnel. C'est vraiment les mêmes mécanismes, les mêmes schémas, et donc les mêmes conséquences. On a, et je l'ai mentionné juste avant, aux origines de tout tableau d'épuisement, un déséquilibre entre les attentes et les ressources. Des attentes trop élevées par rapport aux ressources. Et quand on poursuit quand même ces attentes-là, on risque de s'épuiser tout simplement parce qu'on n'a pas les ressources pour. On en parle des injonctions.
celui d'être une maison témoin en permanence et d'avoir des enfants parfaits en permanence. On les retrouve, les injonctions, dans la parentalité, mais c'est pas que celles de la parentalité, elles sont déjà là avant. Elles participent aux épuisements, c'est ce qu'on appelle les messages contraignants. Les messages contraignants qui nous épuisent, c'est quoi? C'est sois forte, sois parfaite, fais plaisir, fais des efforts et dépêche-toi. Je vais pas développer parce que j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, je mettrai les liens, mais il faut prendre conscience que ces messages-là, on les a de l'enfance, de l'éducation, à la parentalité, avec une injonction à la superfection. C'est pas possible, c'est pas réaliste. Le culte de la superperformance ou de la super-maman avec les enfants parfaits, comme on peut voir mis en avant notamment sur les réseaux sociaux qui participent à rajouter des injonctions de perfection, ça s'appelle un objectif inatteignable, ce n'est pas réaliste. Sans oublier la désormais célèbre charge mentale, la charge mentale qui avait été mise en avant dans une petite BD de Emma, qui est définie comme un travail constant et incontournable de gestion, d'organisation et de planification de la bonne marge de la maison et qui a pour objectif la satisfaction des besoins de chacun. C'est bien sympa, mais qui s'occupe de nos besoins à nous en tant que parents, en tant que maman? Et oui, ça participe au burn-out, ça participe au risque d'épuisement. À la fois le stress chronique, la fatigue, les injonctions et la surcharge mentale. Surtout, et c'est encore là une particularité du burn-out parental, c'est qu'on n'a pas d'arrêt de parents. Quand on fait un burn-out professionnel, on prend un arrêt de travail, c'est même la première réponse dans des situations d'épuisement ou même, et c'est encore mieux, quand on intervient juste avant l'épuisement. Quand on est face à un burn-out parental, on n'a pas la possibilité de s'arrêter. Il faut s'occuper des enfants, on peut éventuellement les confier à quelqu'un quelques jours, un membre de la famille, un proche, mais en vrai, on va devoir reconstituer l'énergie sur ce terrain où on doit continuer à s'occuper des enfants. Donc non seulement le burn-out parental, c'est une réalité, mais les personnes qui l'accompagnent le savent, c'est encore plus challengeant à gérer quand on doit continuer à gérer des enfants. Comment on fait? Comment on accompagne le burn-out? Comment on fait quand le burn-out est déjà là? En fait, quand j'accompagne quelqu'un qui vient de faire un burn-out, c'est très simple. Je lui dis, tu modélises les chats. Les chats, ce sont nos maîtres zen. Comment on fait? Dormir, s'étirer, manger, jouer, dormir, manger, dormir. Et quand on retrouve un peu d'énergie, oh, une boîte, et hop, on va sortir, on va commencer à se réactiver. On est bien d'accord, pour les parents, c'est différent, c'est illusoire, on ne peut pas faire ça. Donc plutôt que le mode chat, je vous ai cherché une autre image, et ce que j'ai choisi, c'est le mode louve. Qu'est-ce que j'entends par le mode louve? C'est prendre soin de soi dans sa posture parentale maternante, c'est-à-dire qu'on prend soin de soi tout en continuant à s'occuper des enfants. Et on tente de compenser, et c'est pour ça que l'image de la louve est particulièrement parlante, le power de la meute qu'on a perdu. Il faut prendre conscience qu'à une autre époque, c'est toute la famille qui s'occupait de l'enfant. Il y a un proverbe africain qui dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Et idéalement, pour construire un attachement sécure, j'entendais ce chiffre dans une récente conférence de Boris Cyrulnik, il faut 7 personnes autour de l'enfant. Sauf qu'à notre époque, on est des familles nucléaires, des petites familles, des petites structures, avec le papa, la maman, le papa ou maman, ou encore pire, les mamans solo. Et en fait, ce sont des ressources qui ont baissé par rapport à des attentes qui ont augmenté par rapport aux injonctions liées à tout ce qu'on peut lire sur la parentalité, tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, et ça a cultivé le terreau de l'épuisement parental. Il faut vraiment tomber la cape de ce super maman, ce n'est pas le bon objectif. Je vous rappelle que Superman et Wonder Woman, ils n'existent pas, ou plutôt, ils ne sont pas humains. Superman, c'est un extraterrestre, Wonder Woman, c'est une déesse. Faut arrêter de les modéliser. En fait, on n'a pas besoin de regarder le super-héros ici, on a besoin de regarder l'enfant qui est devant. Nos enfants ont besoin de nous, et nous avons besoin de notre enfant. Et ça participe à une bonne relation parentale. Objectif jeu, ils virent enfant et firent beaucoup d'heureux. Vraiment, l'invitation, c'est de reconnecter avec l'enfant en soi, et notamment ses besoins et envies, parce que quand on s'épuise, c'est qu'on s'est coupé de ses besoins, et notamment de ses besoins physiologiques. C'est un cadeau qu'on se fait à soi, autant que pour nos enfants, parce que ça leur apprend aussi à s'écouter, à respecter leurs besoins. Et c'est aussi une invitation à casser le cycle de la parentalisation précoce, et de l'épuisement normalisé, c'est-à-dire la parentalisation précoce, quand on a des
parents qui sont pas forcément présents, et en l'occurrence des parents épuisés, il peut arriver qu'on endosse le rôle de parent trop jeune. On le retrouve notamment chez certains profils neuroatypiques, mais pas que, aussi dans les terrains familiaux toxiques et dans les vécus traumatiques. Et l'épuisement normalisé, le fait de banaliser le fait de se couper de nos besoins participe au fait qu'on ait d'une vraie épidémie de burn-out. L'idée, c'est vraiment de casser tout ça. Cultiver le mode Louvre, mode d'emploi, c'est prendre soin de soi avec ses enfants, montrer qu'on est fatigué, montrer qu'on prend soin de soi et le faire avec ses enfants aussi pour montrer l'exemple et aussi cultiver la juste dose de liens et de sécurité. Et qui dit liens et sécurité dit bien sûr, puisque vous êtes sur ma chaîne, théorie polyvagale. La théorie polyvagale, je ne vais pas vous la réintroduire parce que j'ai déjà plein de vidéos sur le sujet, mais je vais vous faire une petite parenthèse parentalité sur le sujet. C'est une trilogie d'étapes pour cultiver le lien. Qu'est-ce que dit la théorie polyvagale? Elle dit que nous venons au monde câblés pour le lien, au moins au commencement, et on en a besoin. Le bébé, quand il est, et on le sait bien, il n'est pas autonome. Il a besoin de sa maman, il a besoin de sa figure parentale, de sa figure maternante, pour le nourrir, pour le câliner, pour prendre soin de lui. Il n'est pas autonome. Et il naît avec les 3 états de la théorie polyvagale. Et quand tout va bien, il les cultive, il les entretient. Mais quand tout va mal, c'est plus compliqué, et notamment dans le cas particulier du burn-out parental, en cas d'épuisement, ça peut compliquer la création de ce lien et l'entretien de ce lien. On va voir rapidement comment. Une image utilisée par Deborah Dana dans son guide de débutant pour illustrer la théorie polyvagale, en fait, elle dit que selon les états, ça va montrer à quel point on est présent à soi, à quel point on habite sa maison, et aussi par extension, à quel point on est présent dans la connexion. Quand on est en sécurité, quand on est dans le vagal ventral, on est présent à soi et à ses besoins, et on est présent dans la connexion à l'autre. Quand on est dans le danger, le sympathique, on est dans la lutte ou la fuite, et pour le coup, on est dans une posture de défense ou de fuite, donc on est moins dans la connexion, on est plus dans la lutte, le combat. Ça n'aide pas à connecter, on peut être un petit peu agressif et sur les nerfs, on le verra juste après. Et quand on est dans le danger mortel, le repli sur soi, et en l'occurrence le tableau d'épuisement parental, on est comme caché dans un coin de la maison, limite figé, inhibé, et du coup on n'est pas non plus présent dans la relation parce qu'on est complètement en mode larve et dans sa bulle parce que c'est notre besoin du moment, la réponse la plus adaptée par rapport à notre niveau de stress du moment. Et ça impacte notre quotidien. Je vous le rappelle, dans la TPV, c'est notre état qui écrit l'histoire. Notre état va influencer notre perception de la situation. Quand on est en vagal ventral, on est en pleine confiance, on est dans le lien à soi et à l'autre, la sécurité, et on peut établir un lien de confiance. Quand on est dans le sympathique, on est sur les nerfs, on est dans la lutte ou la fuite, donc combat ou fuite, on est dans une posture de méfiance. Quand on est dans le vagal dorsal, le repli sur soi, on est dans l'inhibition, le figement, l'isolement, l'inaction, et là encore, on n'est pas dans le lien. Tous les états sont ok et sont là pour nous préserver, et je rappelle que c'est le système nerveux autonome, ils se mettent en place tout seuls, automatiquement. Mais il faut prendre conscience qu'ils vont teinter à la relation, et notamment la relation parentale, et que notre état va impacter notre posture de parentalité. Je remercie Marjorie Lété qui m'a fait le texte de ces fiches-là. Moi j'ai fait les dessins, elle a fait le texte, elle fait de la parentalité avec de la TPV dedans. Je vous mettrai le lien de son site juste en dessous. Et donc, quand on est dans le vagal ventral, on est dans une posture d'engagement. On a confiance en soi et en ses choix éducatifs, notre posture est claire. Le quotidien paraît simple, plein d'opportunités et de joie à partager avec ma famille. J'ai des ressources, je peux m'adapter et être à l'écoute. Je représente un canal de sécurité pour mes enfants. On cultive l'attachement sécure, le lien sécure. Quand on se met avec des attentes trop élevées par rapport aux ressources et que ça génère un stress chronique, au début, on est dans le sympathique. Le sympathique, on est dans l'irritabilité ou le retrait. Le retrait façon fuite, plutôt que le retrait façon repli sur soi. Le repli sur soi, c'est le vagal dorsal. On se sent seul contre tous avec ses choix éducatifs et on se sent jugé. Le quotidien paraît compliqué, stressant et insurmontable. Je me sens dépassé et trop sollicité. Je suis à bout et j'explose souvent. J'exécute les tâches sans y trouver satisfaction et de façon mécanique. Donc on est toujours capable de s'occuper de la maison, mais on force. J'ai envie de tout laisser là et de partir. On a envie de fuir. Ça, c'est un signe de sympathique. Ça dit pas qu'on est un mauvais parent. Ça dit qu'on est arrivé à un niveau de stress tel, à des attentes trop élevées telles, que notre système nerveux a choisi le mode sympathique qui nous rend
irritable ou en retrait. Et si on va encore plus loin, et notamment qu'on va jusqu'à l'épuisement et au vagal dorsal, là on est dans le repli sur soi. Je doute de mes choix éducatifs, le quotidien me paraît étouffant, injuste, et je ne supporte plus la charge des responsabilités. Je me sens épuisé, impuissant, seul, et j'ai envie de ne rien faire. J'ai du mal à faire des tâches simples pour ma famille, comme les repas, jouer ou lire une histoire. C'est le vagal dorsal, c'est le tableau de l'épuisement clinique, du burn-out ici parental ou maternel, où on n'arrive pas à se lever, on n'arrive pas à passer à l'action, on n'arrive pas à gérer le quotidien. Et c'est particulièrement compliqué, je le rappelle, puisque on va devoir continuer à s'occuper des enfants. Donc prendre conscience de ces états, là c'est exactement le même texte, mais je vous ai fait d'autres petits dessins pour les familles plus nombreuses. Prendre conscience de notre perception de la réalité, ça permet d'identifier notre état, mais il faut prendre conscience que ces états influencent notre relation parentale et que quand on est épuisé, c'est compliqué de créer et d'entretenir le lien et ça peut impacter l'attachement et notamment l'état par défaut des enfants dans leur développement. Évidemment, vous vous en doutez, pour cultiver un lien sécure, l'objectif c'est le vagal ventral. Mais, je le répète, tous les états sont ok et sont là pour nous préserver. Et ce qu'il faut prendre conscience, c'est que c'est pas binaire, ou plutôt ici, ce n'est pas ternaire. On est rarement juste dans un état et un seul. En vrai, on a tendance à les croiser, à les cumuler, et l'idée, c'est d'avoir suffisamment de ventral pour permettre la relation sécure. Et ça, on peut le trouver dans les autres états. Et c'est là qu'on a une clé d'action, et heureusement qu'elle est là, notamment dans le burn-out parental. Je vous le rappelle, la TPV est un jeu. Jeu JE et jeu JEU. Pourquoi ? Parce que quand on mélange le vagal ventral et le sympathique, on est dans le mode jeu, le passage à l'action choisie. Donc c'est pas la lutte, c'est pas la fuite, c'est le jeu, c'est l'interaction. Et c'est aussi le fait de jouer avec ses enfants. C'est du vagal et du sympathique ensemble. On a la juste dose de vagal. Et de la même façon, quand on croise le vagal ventral et le vagal dorsal, on est dans le mode repos. On se repose, on prend soin de soi, on est dans des activités posées, ce qu'on appelle les temps calmes qu'on peut faire avec les enfants ou qu'on peut inviter les enfants à faire des temps calmes. Ça, c'est du vagal dorsal, donc ça nous permet de nous reposer avec la juste dose de vagal ventral pour créer le lien. Mission, observation, dans quel état je suis, discernement, est-ce que mon état est adapté ou pas à la situation, et objectif, flexibilité. Flexibilité, ça veut dire avoir le bon état au bon moment. Là où c'est problématique, c'est quand on s'enferme dans un état. Quand on est tout le temps irascible et agressif parce qu'on est tout le temps en stress et dans le sympathique, là c'est problématique parce qu'on n'est plus dans la relation et on va avoir une posture agressive par rapport à l'enfant, forcément ça n'aide pas au développement. Et quand on est épuisé, donc on est dans le vagal dorsal subi, parce que à ce moment-là, notre besoin c'est de récupérer, de se ressourcer. On peut avoir cette combinaison d'états aussi dans la parentalité. Le jeu, c'est jouer avec l'enfant, être présent dans la relation et faire des choses avec lui, faire des jeux, lire des histoires, mais aussi le repos, et c'est là qu'on va agir sur le burn-out parental, c'est s'occuper de l'enfant dans son mode dorsal, dans le calme, dans la sérénité. Prendre des temps de connexion avec l'enfant et des temps pour soi de récupération quand on n'est pas avec l'enfant. C'est ok de materner dans un repos dorsal. C'est pas show must go on de la parentalité, c'est pas regardez, je suis la super maman tout apprêtée, bien coiffée, avec des vêtements propres. On sait que c'est pas réaliste. C'est slow must go on. Dans ma posture parentale, je prends des temps de repos, je montre à mon enfant que parfois, il me demande des choses et je lui dis, la maman est fatiguée. La maman, elle peut pas jouer avec toi parce qu'elle a pas l'énergie. Tu vas jouer un petit peu tout seul, puis on fera un câlin. Quand on est en train de donner le biberon ou d'allaiter, on est dans le lien. On peut faire par exemple de la cohérence cardiaque pendant ces moments où on est dans l'allaitement ou le biberon. Quand on fait des câlins, quand on fait du pot à pot, tout ça, ce sont des moments où on peut créer le lien en restant dans son dorsal de récupération. C'est vraiment avoir la juste dose ventrale et on peut avoir la juste dose de ventrale dans le dorsal. Et c'est ce que j'invite à faire n'importe quelle personne en burn-out, que ce soit un burn-out professionnel ou un burn-out parental. Cultiver la juste dose de ventrale, je vais vous décomplexer et vous rassurer, il faut 30% d'accordage en ventral minimum pour que l'enfant mette en place un attachement sécure. Alors c'est un minimum, le plus, le mieux. Mais quand on est épuisé, ce qu'il faut entendre, c'est qu'il faut 30% du temps en lien avec l'enfant. Que ce soit quand on donne le biberon, quand on joue, quand on fait un câlin,
être présent, et on peut être présent sur son canapé en expliquant qu'on est fatigué, c'est déjà une présence. Et quand l'enfant n'est pas là, on peut se permettre un dorsal plus subi, en mode larve, où on s'enferme dans son lit et on ne fait rien, on se repose parce qu'on a vraiment ce besoin de repos quand on s'épuise évidemment. Mission co-régulation, on parle aussi de syntonisation ou d'accordage, qui sont des jolis mots musicaux. L'idée, c'est que l'enfant, il a besoin de sa figure parentale pour se co-réguler, pour cultiver son vagal ventral, pour se mettre en sécurité. Tout simplement parce qu'il ne peut pas le faire seul, il ne sait pas le faire seul. On ne peut s'autoréguler, revenir à son vagal ventral de sécurité que si on a vécu la co-régulation. Dans l'enfance, quand on a eu un attachement sécure et des parents aimants, mais si ce n'est pas le cas, et là ça arrive qu'il y ait des familles toxiques, des vécus traumatiques, où on n'a pas cet accès au vagal ventral, tout l'intérêt, tout l'espoir de la TPV, c'est qu'il y a des thérapies qui permettent de recréer ce lien qui n'était pas présent à tous les âges, même quand on est adulte. Mais en tant que parent, on a ce rôle-là, cette responsabilité de syntoniser, d'accorder, de co-réguler notre enfant. Et ça, c'est pareil, on peut le faire dans le dorsal, il faut juste la juste dose de ventral, ces fameux 30% de vagal ventral où on est fatigué certes, mais on a le regard, le lien, l'attention, et ça, le bébé le sent, la connexion avec l'enfant. Et c'est ça qu'on met en place pour remonter un épuisement parental. Et on le fait dans le lien avec l'enfant parce que on doit continuer à s'occuper des enfants. Donc ce n'est pas une nouvelle injonction, rassurez-vous mesdames, messieurs les parents, à être tout le temps dans le vagal ventral, c'est illusoire, c'est utopique, ça n'existe pas. C'est avoir la juste dose de ventral quand on est dans une posture de relation avec son enfant. All you need is love, all you need is love. J'ai fait un petit jeu de mots parce que vous savez j'aime bien les jeux de mots. Vraiment c'est on récolte ce que l'on sème. Montrer à l'enfant que quand on est épuisé, on prend soin de soi, c'est lui apprendre à prendre soin de lui aussi. Ça participe à casser le cycle de l'épuisement des parents, en l'occurrence ici épuisés, aux enfants qui sont de futurs adultes qui risquent eux aussi le burn-out. Et vous savez, moi mon terrain de jeu c'est la prévention du burn-out et intervenir sur un burn-out parental, c'est outre sauver le parent, aider le parent, permettre aussi à l'enfant de ne pas vivre cette situation d'épuisement. Tu es ton Sims préféré, je t'invite à prendre soin de ton diamant vert, tu sais comme dans le petit jeu des Sims, c'est toi qui es là pour entretenir ta jauge d'énergie, personne ne va le faire pour toi. La fameuse image du masque dans l'avion, c'est d'abord toi et ensuite tes enfants. Si tu fais pas d'abord toi, tu peux pas sauver tes enfants. C'est pareil pour gérer sa posture parentale, sa posture maternante. Une question que je vais te poser pour finir, quelle est la chose la plus gentille que je peux faire pour moi aujourd'hui ? Je t'invite à la faire et je t'invite à te poser cette question tous les jours et notamment et surtout quand tu es particulièrement fatigué, quand tu es épuisé, quand tu es dans un tableau de burn-out. Vraiment ta question boussole. Qu'est-ce que je peux faire pour moi aujourd'hui ? La chose la plus gentille que je peux faire pour moi aujourd'hui. Et l'effort que tu dois faire, c'est d'avoir la juste dose de ventral quand tu es dans l'interaction, la connexion avec tes enfants. Et tu peux être en mode larve et en mode chat quand t'es pas directement en interaction avec eux. Et c'est comme ça qu'on reconstruit l'énergie sur un burn-out parental. Alors c'est une très courte introduction au burn-out parental. On a beaucoup plus à dire sur comment on fait de la stress défense dans le cas du burn-out parental et comment on cultive le power du jeu dans le burn-out parental. Et c'est spécifiquement ce que je vais vous faire très prochainement dans un festival qui s'appelle les Parenthèses Atypiques, qui est entièrement gratuit et en ligne du 24 au 30 juin 2024. Mon intervention, c'est prévenir le burn-out parental, stress défense et power du jeu. Donc on est dans une dynamique encore plus constructive où on va étudier ce terrain sociétal qui participe au burn-out parental parce que c'est vraiment une conséquence des injonctions de la réduction de la cellule familiale et de cette injonction à la surperformance qui n'est pas réaliste. Comment on peut lire la parentalité avec le prisme TPV et cultiver la juste dose de vagal. Est-ce que vous attendez évidemment toutes et tous des exercices pratiques pour remonter et cultiver son énergie ? J'ai fait une vraie masterclass qui est toute nouvelle parce que je n'avais jamais traité le sujet, donc vous aurez un peu plus d'1 heure sur le sujet à explorer et si vous voulez aller plus loin, un atelier pratique qui sera disponible pour les personnes qui prennent le pack des conférences avec les ateliers et les bonus. Donc pour aller plus loin sur la thématique du burn-out parental, il y aura bien évidemment un article associé à cette vidéo où vous retrouverez notamment les fiches qu'on a fait avec Marjorie
sur les états et la parentalité, comme ça vous pourrez les télécharger. Et pour approfondir le sujet, ça se passera du 24 au 30 juin pour les parenthèses atypiques. J'espère vous y retrouver, et d'ici là, bien évidemment, et surtout les parents, prenez soin de vous.